Bienvenue à l'émission En classe sur ORTM. Notre cours d'aujourd'hui porte sur travail, mondialisation et paix. Voyons donc la situation problème. On dit que le monde est devenu un village planétaire, mais la disparité des conditions de vie est très manifeste. Pendant que certains vivent dans l'opulence, d'autres vivent en fait dans le chômage et la guerre. Alors, à partir de là, il est nécessaire de se poser un certain nombre de questions, à savoir, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la mondialisation, qu'est-ce que la paix, et quels sont les rapports qui existent entre travail, mondialisation et paix, et enfin, quelle est la situation de l'Afrique par rapport au phénomène de la mondialisation. Voyons donc le plan de notre cours. Nous avons subdivisé ce cours en 3 activités. La première activité porte sur la définition des concepts. La deuxième activité porte sur les rapports entre travail, mondialisation et paix. Enfin, la troisième activité porte sur la mondialisation et l'Afrique. Voyons maintenant la consigne de l'activité numéro 1. Définition des concepts. Vous voyez ici, consigne. À partir de tes recherches, définis les concepts suivants. Travail, mondialisation et paix. Voyons donc la synthèse partielle. Le travail, comment on peut définir le travail? D'abord, la définition étymologique du travail. Le mot travail vient du latin tripalium. Tripalium, c'est quoi? C'est un appareil formé de 3 pieux utilisé pour ferrer ou soigner les animaux ou comme instrument de torture pour punir les esclaves. Le travail désigne donc l'effort physique ou intellectuel qui doit être accompli pour faire quelque chose ou obtenir un résultat recherché. À partir donc de la définition étymologique, nous allons voir quels sont les différents sens possibles du mot travail. D'abord, le sens numéro 1. C'est quoi le travail? Le travail, c'est l'effort physique ou intellectuel. Vous voyez, en physique, tout effort physique peut être appelé travail. Ensuite, le sens numéro 2, c'est quoi? Le travail, c'est toute activité physique ou intellectuelle consistant à produire des biens et services nécessaires à la consommation. Et enfin, une troisième définition du mot travail, c'est quoi? C'est une activité spécifiquement humaine. Ça veut dire que les animaux peuvent fournir des efforts, mais on ne peut pas dire que l'animal travaille. Le travail est particulièrement conscient. Tant que ce n'est pas conscient, on ne peut pas appeler cela un travail. Je prends un exemple. L'abeille produit du miel, mais l'abeille n'est pas consciente du fait qu'elle produit du miel. On ne peut pas dire que l'abeille travaille au sens strict du terme. Mais l'homme, déjà, il a conscience de ce qu'il produit. Donc, à partir déjà de son idée, dans sa tête, il produit de façon idéale d'abord ce qu'il doit réaliser sur le plan matériel. Ensuite, il exécute. Là, puisqu'il est conscient des résultats de ce qu'il produit, on dira que l'homme est seulement le seul animal capable de travailler. Après le mot travail, nous venons à la définition du mot mondialisation. C'est quoi la mondialisation? Venons d'abord à la définition étymologique. Le mot mondialisation, vous voyez, le mot mondialisation vient à partir du verbe mondialiser. Ici, mondialiser. Mais le verbe mondialiser lui-même vient de l'adjectif mondial. À partir de l'adjectif mondial, alors, on a formé le mot. L'adjectif mondial, on va dire, vient du mot monde. Le mot monde vient du latin mundus. Le mundus, c'est quoi? C'est le monde, c'est l'univers. À partir de là, qu'est-ce que la mondialisation? Quels sont les différents sens possibles du mot mondialisation? D'abord, on a le sens numéro 1. C'est quoi la mondialisation? Vous voyez, mondialisation ou globalisation pour les anglo-saxons est en fait le processus d'ouverture de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire. Ensuite, sens numéro 2. La mondialisation, c'est quoi? C'est le démantèlement des frontières culturelles et sur le plan de l'information à l'échelle mondiale. Troisième sens du mot mondialisation, c'est quoi? C'est l'expansion du système capitaliste à l'échelle mondiale. C'est quoi le système capitaliste? Le système capitaliste, c'est un mode de production où d'abord la production est privée, la propriété est privée et l'État intervient moins
dans la fixation des prix des marchandises, ce qu'on appelle le libéralisme économique. Mais vous allez voir que ça, c'est des définitions de la mondialisation. Mais à partir de ce mot, on a forcé un mouvement altermondialiste. C'est quoi le mouvement altermondialiste? Donc, le mouvement altermondialiste, c'est quoi? On va d'abord voir comment ce mot est formé. Vous avez vu, alter veut dire autre. Et mundus, nous l'avons dit, c'est du latin et c'est monde. Donc, à partir de là, on a ajouté le suffixe isme. Isme, c'est quoi? Ça sert à former en fait une attitude, un comportement, une doctrine, un dogme, une idéologie, une théorie quelconque. Donc l'altermondialisme, c'est quoi? C'est un mouvement social qui, face en fait aux logiques trop libérales et effrénées de la mondialisation, est soucieuse d'autres valeurs, des valeurs d'équité, des valeurs de justice, des valeurs de préservation de l'environnement. Donc l'altermondialisme, c'est aussi une volonté de procéder à une autre forme de la mondialisation différente du mode de production capitaliste qui n'a autre que l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc après la définition du mot mondialisation, nous venons à la définition de la paix. C'est quoi la paix? D'abord son étymologie. Le mot paix vient de l'ancien français paix avec P-A-I-S. Et ce mot paix, P-A-I-S, vient du latin pax. Du latin pax. Donc, la paix, c'est quoi? C'est la tranquillité, c'est le repos. Quels sont les différents sens possibles du mot paix alors? Sens numéro 1 d'abord. La paix, c'est quoi? C'est la tranquillité intérieure, l'harmonie de l'homme avec lui-même. Bien sûr, en philosophie, vous allez voir que Freud est venu remettre en cause cette paix intérieure en faisant comprendre que non, l'homme a en lui une partie consciente et une partie inconsciente. Donc le psychisme, il va diviser ce psychisme en 3 compartiments, un ça, un moi et un surmoi. Et vous trouverez que le ça et le moi sont vraiment, ou bien le ça et le surmoi sont en conflit. Et ce conflit, il y a un censeur qui essaie de résoudre ce conflit, qui est ce moi-là. Freud va remettre en cause l'existence donc d'une paix intérieure, même si on doit en principe pouvoir parler de la paix, parce que ce conflit ne se manifeste pas au même degré chez tous les hommes. Ensuite, le sens numéro 2 du mot paix, c'est quoi? C'est la concorde, la tranquillité qui règne dans les rapports entre 2 ou plusieurs personnes. Quand 2 personnes ne se font pas la guerre, quand il y a entente entre 2 personnes, on peut donc appeler ou parler de paix en cela. Ensuite, au sens numéro 4, c'est quoi alors la paix? C'est la situation d'une nation ou d'un État qui n'est pas en guerre. Vous voyez, nous partons de l'individu, ensuite interindividuel, ensuite la paix dans l'État ou au niveau d'une nation. Ainsi donc définis les mots travail, mondialisation et paix, nous allons voir maintenant quels sont les rapports qui existent entre ces 3 concepts-là, le travail, la mondialisation et la paix. Mais avant, voyons la consigne. Qu'est-ce qu'on a dit? En tant que situation macroéconomique et sociale, la mondialisation a certainement une influence sur l'organisation sociale du travail et sur les rapports entre les États. D'où la nécessité de poser cette double question. D'abord, la première question, c'est quoi? Quelle est l'influence de la mondialisation sur l'organisation du travail en général et sur le phénomène de l'emploi en particulier? Ensuite, la deuxième question, c'est quoi? La mondialisation est-elle un facteur de guerre ou de paix? Voici donc 2 questions auxquelles on va essayer de tenter de répondre. Mondialisation et travail d'abord. Dans mondialisation et travail, on va voir la question de l'automatisation du travail. C'est quoi l'automatisation du travail? C'est le fait que, de façon, les machines en réalité aujourd'hui dans le processus du travail ont remplacé presque les hommes. La main-d'œuvre diminue au profit de la robotisation et de l'information. Donc, l'automatisation du travail, ce n'est pas qu'une question technologique, c'est aussi une question d'acceptabilité sociale, parce que cela a une influence sur la manière dont les hommes s'organisent dans le processus du travail.
Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'auparavant, dans les entreprises, dans les usines, on avait besoin de beaucoup d'ouvriers, de beaucoup de main-d'œuvre. Mais au fur et à mesure que la technologie se développe, nous constatons qu'il y a une frange alors de travailleurs qui est laissée à côté au profit de la mondialisation. Je vais dire au profit de l'automatisation, au profit de la robotisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela a des conséquences. Quelles sont les conséquences de l'automatisation du travail? Parce que les travailleurs dont les outils de travail deviennent obsolètes sont obligés de laisser leur activité, de perdre leur emploi. Et les entreprises ont besoin d'emplois de plus en plus qualifiés. Maintenant, ces travailleurs qui sont dans ces entreprises, dont les outils de travail qui sont devenus obsolètes, ont deux choix. Soit ils vont alors se recycler, il faut apprendre d'autres outils, à travailler avec d'autres outils de travail beaucoup plus modernes, ou bien il faut aller au chômage. Donc, en cela, l'automatisation du travail a vraiment un rapport avec l'organisation générale du travail, au sens où les travailleurs les moins qualifiés sont généralement laissés à côté au profit de travailleurs beaucoup plus qualifiés. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Après la question de l'automatisation du travail, nous constatons qu'il y a une précarisation des conditions de travail. Qu'est-ce qui engendre cette précarisation des conditions de travail? La recherche du profit d'abord. Le capitalisme dit le profit ou rien. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que le travail se déshumanise. Et en déshumanisant le travail, on va voir que les questions de sécurité sociale, de protection sociale sont laissées à côté au profit de la rentabilité, rien que la rentabilité. Donc, vraiment, le capitalisme est un système assez boulimique qui ne cherche que le profit, rien que le profit, et ne met pas l'homme au centre du système de production. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que si auparavant, il y avait des contrats à durée indéterminée dans le système d'embauche, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ces CDI deviennent de plus en plus rares et on constate qu'il y a une augmentation fulgurante des contrats à durée déterminée, des emplois à temps partiel et des emplois précaires. Donc les travailleurs qui sont hors du système de protection sociale sont tentés de mener des activités illicites pour survivre. On peut ainsi dire que la crise actuelle de l'emploi participe à l'inquiétude générale de voir s'accroître la fracture sociale. Maintenant, dans cette situation d'incertitude, qu'est-ce qu'on constate? Les ressources humaines sont très mobiles, sont à la recherche de l'emploi, mais sont aussi toujours dans le stress du fait qu'il y a le risque possible de perdre son emploi. Et qu'est-ce qu'on constate alors? Les travailleurs sous la pression ou ceux qui sont déjà hors du système de protection sociale, du fait qu'ils sont stressés, sont tentés de se suicider ou bien sont tentés à l'enrôlement, à l'extrémisme violent. Donc, dans les pays en développement, on constate que les multinationales étrangères pillent aussi les richesses en tordant les mains aux dirigeants. C'est ainsi que la jeunesse désespérée, par exemple, manque d'emploi, opte pour l'immigration clandestine, tout en connaissant les risques qu'elle peut endurer. Donc, si on voit l'immigration clandestine, c'est une façon d'aller chercher du travail ailleurs. Mais c'est la conséquence d'une exploitation de l'homme par l'homme imposée par les pays riches sur les pays pauvres. Ensuite, on va voir maintenant les rapports entre mondialisation, paix et guerre. Quels sont les rapports entre d'abord mondialisation et paix? On va voir d'abord cet auteur du XVIIIe siècle qui est Montesquieu. Qu'est-ce qu'il pensait dans l'esprit des lois? Il avait pensé que le phénomène de la mondialisation, quand le commerce international va se développer, on va voir qu'il y aura une réduction des conflits dans le monde. Il essaye de justifier cela à partir de quoi? À partir du fait que
On ne peut pas entretenir de rapport commercial avec un État si on n'est pas dans des relations pacifiques. Si moi qui suis l'acheteur, j'ai intérêt à acheter, l'autre aussi a intérêt à vendre ses produits. Donc, plus le commerce international se développe, plus nous assisterons à l'émergence d'une paix durable dans le monde. Ça, c'était vraiment la conviction de Montesquieu au XVIIIe siècle. Mais on peut dire qu'il y a eu vraiment un désenchantement des prévisions de Montesquieu. Pourquoi ce désenchantement? Parce qu'il y a une variable que Montesquieu n'a pas vue. Ça, c'est la variable, en fait, concurrence. Donc, on voit maintenant, contrairement à ce que Montesquieu avait pensé, on constate que le phénomène de la mondialisation n'a pas forcément réduit les conflits dans le monde. On a dit, vous voyez, il semble que l'analyse de Montesquieu, si elle n'est pas totalement effondrée, a manqué une variable importante qu'est la concurrence. Qu'est-ce qui se passe? En effet, la recherche du client, la recherche de zones d'influence met les entreprises et les États puissants dans une situation de concurrence dont les pays en développement payent le prix. Les États puissants, entre eux, ne se font pas la guerre. Pourquoi? Parce que chacun sait la capacité de nuisance de l'autre. Donc, il faut chercher des zones d'influence. Et ces zones d'influence ne sont que les États en développement, les pays du Sud. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a un certain nombre d'entreprises. Qu'est-ce qu'elles font? Elles arment alors des groupes contre l'État ou contre d'autres groupes. Comme ça, tout ça, c'est pour trouver des zones d'influence et finalement s'accaparer du marché. Donc, qu'est-ce qu'on constate? À partir de là, lorsqu'il y a des zones de non-droit, lorsque la guerre se développe à cause de la nuisance des grandes entreprises qui veulent s'accaparer des ressources naturelles du monde, on va voir qu'il y a une autre catégorie d'activités qui vont naître, ce que nous avons appelé les antimondes. Ces antimondes, c'est quoi? C'est en fait, ce sont quand l'individualisme à outrance s'est développé, il y a effritement du système de protection sociale et la recherche du profit à tout prix et l'iniquité dans les relations commerciales nord-sud ont eu pour corollaire la formation de grands réseaux d'antimondes d'envergure mondiale. On peut parler par exemple de trafic d'armes, de trafic de drogue, de trafic d'organes. Toutes ces pratiques-là, nous les avons appelées les antimondes. Les antimondes parce que, vous voyez la connexion des réseaux illicites d'activités à travers le monde. Vous avez entendu par exemple parler de Air Cocaïne, un avion qui quitte peut-être l'Amérique latine, qui atterrit au nord du Mali. Nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas les moyens de consommer de la drogue. Ça veut dire que cette drogue est destinée à des gens qui ont suffisamment de moyens. Nous ne produisons pas ces armes-là. Les armes qui existent aujourd'hui chez nous, ce n'est pas nous qui les produisons. Or, dans les accords internationaux, on sait quelle est la provenance d'une arme en principe. Donc, nous sommes victimes de ce que nous ne produisons pas. Nous n'avons pas les moyens de produire ces armes, mais nous en sommes seulement victimes. Donc, ces antimondes-là, ces réseaux d'organisations criminelles, vous parlez du terrorisme, vous parlez des trafics d'organes, vous parlez des trafics humains, des trafics d'armes. Tous ces trafics-là font qu'en réalité, sont le corollaire d'une mondialisation qui a moins pris de considération pour l'homme, qui n'a pas mis l'homme au centre de ses préoccupations. Alors, de là, nous venons à la réflexion sur la mondialisation et l'Afrique. La question qui se pose, c'est quoi? Quels sont les atouts et les inconvénients de la mondialisation pour l'Afrique? On va voir la mondialisation d'abord comme atout pour l'Afrique. Donc, la mondialisation est considérée comme une des clés du développement. Donc, elle permet à l'Afrique de se retrouver sur un vaste marché mondial. Et grâce à celle-ci, l'Afrique donc attire de nouveaux acteurs que sont
les investisseurs directs étrangers, communément appelés les IDE. Aujourd'hui, toutes ces grandes multinationales sont représentées en Afrique. Elles créent de l'emploi, favorisent le transfert technologique et l'intégration de l'Afrique dans le système mondial. Vous allez voir, on peut prendre d'exemple. L'unité africaine, par exemple, entre dans le sillage de la mondialisation. La BAD entre dans le sillage de la mondialisation. L'UEMOA entre dans le sillage de la mondialisation. Toutes ces organisations-là permettent ou contribuent au développement des pays africains. Mais, qu'est-ce qu'on constate? Il y a aussi des inconvénients de la mondialisation pour l'Afrique. Quels sont ces inconvénients-là? D'abord, il faut voir la participation africaine au commerce mondial est évaluée à moins de 2%. Et si on enlevait l'Afrique du Sud, par exemple, et le Nigeria, vous trouverez que ça ne vaut même pas 1%. Mais qu'est-ce qu'on constate? Nous produisons le coton. Au Mali, nous produisons le bétail. Le Niger produit l'uranium. Le diamant est produit au Congo. Mais quel est le paradoxe? Le paradoxe est que le Mali qui produit l'or bénéficie moins des avantages de l'or qu'il produit. Nous produisons le bétail, mais nous sommes l'un des premiers importateurs, par exemple, de lait. C'est un problème. Le Niger produit l'uranium. C'est l'un des pays les moins électrifiés au monde. Le Congo produit le diamant. Mais constatez ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Ça, c'est vraiment de graves problèmes qui sont dus au phénomène de la mondialisation, au phénomène de l'exploitation des États puissants, des États faibles par les États puissants. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? Nous sommes aujourd'hui devenus le théâtre de plusieurs affrontements sanglants. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, en Somalie, en Libye, pour ne citer que ceux-là. Donc, les commanditaires de ces guerres, ni les armes ne proviennent véritablement de l'Afrique. Nous ne produisons pas ces armes et les dirigeants de ces organisations-là ne viennent pas de chez nous. Nous ne sommes que des victimes de la mondialisation. Enfin, il faut voir aussi la pesanteur des institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, qui ont aggravé la dépendance économique du continent à travers l'ajustement structurel et la dévaluation. Donc, à tout cela s'ajoute par exemple le taux aussi de la garantie monétaire qui est tant décrié par les Africains. Donc tous ces arguments montrent que le phénomène de la mondialisation a une influence aussi négative sur le phénomène de l'emploi, de la sécurité en Afrique. Voilà donc brièvement expliqué la leçon sur le travail, mondialisation et paix. Je vous remercie de votre écoute attentive.